20 des experts financiers les plus éminents de Chicago avaient passé 3 nuits blanches à essayer de trouver le traître qui faisait perdre des millions à l'Empire Moretti. 20 esprits brillants, armés de diplômes de l'Ivy League et des logiciels les plus sophistiqués que l'argent pouvait acheter, n'avaient pas réussi à retrouver la trace de l'argent disparu. La salle de conférence au dernier étage de Moretti Holdings était devenue un champ de bataille jonché de papier froissé, de tasses de café froid et d'égouts brisés. C'est alors qu'une femme de ménage de 27 ans est entrée pour nettoyer le sol. Isabella Reyes n'était personne. Elle était une orpheline croulant sous les dettes, cumulant 3 emplois pour maintenir en vie sa sœur mourante et vivant dans un appartement infesté de rats dans le pire quartier du Southside. Elle avait abandonné ses études lorsque la vie avait anéanti ses rêves. Elle était invisible. Le genre de personne que les hommes puissants regardaient sans la voir. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur les chiffres qui brillaient encore sur cet écran géant, quelque chose se déclencha. Tout en essuyant une table d'une main, elle griffonna 3 lignes sur un post-it en exactement 60 secondes, révélant ainsi toute la trace de l'argent. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que derrière elle, dans l'ombre, observant chacun de ses gestes de ses yeux gris et froids, se tenait Vincent Moretti en personne. Le roi, le parrain de la mafia le plus impitoyable et le plus redouté de la ville. Un homme qui avait tué plus de personnes qu'elle n'en avait jamais rencontrées. Un homme dont le visage pouvait plonger toute une pièce dans un silence terrifié. Avant de commencer cette histoire, laissez-nous un commentaire et dites-nous d'où vous la regardez ce soir. Si vous aimez cette histoire, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui aime les bonnes histoires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre histoire. Maintenant, découvrons ce qui se passe lorsque l'homme le plus puissant de Chicago devient obsédé par une femme que tout le monde a ignorée. Vincent sortit de l'ombre, ses chaussures en cuir coûteuses tapant doucement sur le parquet. Qui vous a donné la permission de toucher à ces objets? Sa voix était aussi froide que l'acier, dépourvue de toute trace de question, car il s'agissait d'un ordre exigeant une réponse. Surprise, Isabella se retourna brusquement, renversant le seau d'eau qu'elle tenait dans ses mains, qui se brisa sur le sol. L'eau éclaboussa ses chaussures à 1000 $. Elle resta figée sur place, le cœur battant à toute rompre, tandis qu'elle plongeait son regard dans les yeux gris les plus froids qu'elle ait jamais vus. « Oh mon Dieu, je suis désolée. Je faisais juste le ménage. Je pensais que la pièce était vide. » Isabella parla rapidement, tendant la main vers le chiffon pour essuyer ses chaussures. Mais Vincent s'écarta, sans quitter des yeux la note posée sur le bureau. « Qu'avez-vous écrit là-dessus » demanda-t-il, d'un ton toujours dénué d'émotion. Isabella déglutit, sachant qu'elle avait commis une grave erreur en touchant quelque chose qui ne lui appartenait pas dans la maison d'un parrain de la mafia. « Oh ça !» dit-elle en esquissant un sourire gêné. « J'ai juste trouvé que les chiffres avaient de l'air bizarre, alors j'ai griffonné quelques bêtises. Vous savez, c'est une mauvaise habitude chez quelqu'un qui nettoie les sols. Quand je vois quelque chose de sale, j'ai envie de le nettoyer. Même des chiffres sales. » Vincent fronça les sourcils. C'était la première fois que quelqu'un osait plaisanter devant lui alors qu'il était de si mauvaise humeur. « Vous pensez que c'est une blague? » Il s'approcha, son ombre engloutissant la petite silhouette d'Isabella. « Non, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Si vous voulez vraiment savoir, continua-t-elle, je pense que quelqu'un vole votre argent. Si vous regardez le compte qui se termine par 3,29, vous verrez où il va. » Vincent resta immobile comme une statue de pierre. En 20 ans à la tête de cet empire, personne n'avait jamais osé le regarder dans les yeux et lui dire de telles choses. Surtout pas un concierge qui tenait encore un balai. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Marco, dit-il, monte ici immédiatement. » Moins de 2 minutes plus tard, un homme grand au visage balafré entra. Marco Benedetti, le bras droit de Vincent, l'homme que tout le monde à Chicago savait qu'il valait mieux ne pas contrarier. « Vérifie le compte qui se termine par 3,29, ordonna Vincent, sans autre explication. Marco jeta un regard curieux à Isabella avant de s'asseoir devant l'ordinateur. Ses doigts volaient sur le clavier. La pièce fut plongée dans un silence tendu, seulement rompu par le bruit des touches et les battements du cœur d'Isabella, qui semblait prêt à sortir de sa poitrine. Elle resta là, incapable de bouger, se demandant si cette nuit serait sa dernière. Puis Marco leva les yeux, et pour la première fois,
son visage dur se crispa. « Elle a raison, dit-il d'une voix rauque. L'argent est transféré sur un compte aux îles Caïman. » Déguisé par 17 couches de sociétés écrans, le destinataire est Anthony Russo. Vincent ne dit rien, mais l'atmosphère dans la pièce devint soudain si froide qu'Isabella pouvait voir son propre souffle. Anthony Russo était le chef comptable qui travaillait pour la famille Moretti depuis 15 ans. L'homme en qui Vincent avait confiance comme en un frère. « Occupe-toi de lui, dit Vincent. 3 petits mots seulement. Mais Isabella savait que « occuper » ne signifiait pas « licencier ». Marco acquiesça et quitta la pièce, laissant Isabella seule avec le monstre. Toute la ville le craignait. Vincent se tourna vers elle, ses yeux gris exprimant désormais quelque chose de différent. Pas de la colère ni une menace, mais une pure curiosité. « Vous venez de me faire économiser 2 millions de dollars, dit-il lentement. « Qui êtes-vous? » Isabella baissa les yeux vers son uniforme de concierge froissé, puis releva la tête vers l'homme le plus puissant de Chicago qui se tenait devant elle. « Je nettoie les sols, monsieur, » répondit-elle d'une voix calme malgré ses violents tremblements d'intérieur. « Je ne vous ai pas demandé ce que vous faites dans la vie. » Ses yeux gris la fixaient toujours, comme s'il essayait de lire chacune de ses pensées. « Je vous ai demandé qui vous étiez. » Isabella cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant, comme si elle comptait vraiment et que sa réponse avait de l'importance. Elle prit une profonde inspiration et décida de dire la vérité, car à ce stade, elle n'avait plus rien à perdre. « Je m'appelle Isabella Reyes. J'ai 27 ans. Je suis orpheline depuis l'âge de 12 ans, lorsque mon père a été abattu lors d'un cambriolage dans l'épicerie familiale. 7 ans plus tard, ma mère est décédée d'un cancer, me laissant criblé de dettes d'hôpital et responsable de ma sœur de 17 ans, qui a besoin d'une opération cardiaque urgente. J'ai 3 emplois, je nettoie les sols la nuit, je sers du café pendant la journée et je fais des ménages le week-end. Je vis dans un appartement insalubre dans le sud de la ville où même les rats ne voudraient pas y vivre et je dois à un usurier une somme d'argent que je ne pourrai probablement jamais rembourser de toute ma vie. » Elle fit une pause, ses lèvres esquissant un sourire amer. « Oh, et j'ai étudié la finance à l'université pendant 2 ans avant que la vie ne me mette une claque et me dise de me réveiller. Autre chose, vous voulez aussi connaître mon groupe sanguin ou mes mensurations? » Vincent resta silencieux pendant toute sa confession, son expression inchangée. Pourtant, quelque chose dans ses yeux gris semblait s'adoucir légèrement. Il avait rencontré des milliers de personnes dans sa vie, des flatteurs, des lâches et des cupides. Mais jamais quelqu'un comme cette fille. Quelqu'un qui racontait sa propre tragédie sans quémander de pitié. Quelqu'un qui pouvait encore plaisanter face à un parrain de la mafia. « Où avez-vous appris à lire les chiffres comme ça? » demanda-t-il. « À l'université, avant que je ne laisse tomber mes études, et dans la vie après avoir laissé tomber mes études. » Isabella haussa les épaules. « Quand on est pauvre, on apprend à voir où va l'argent, parce que chaque centime est gagné à la sueur de son front. J'ai l'habitude de repérer les chiffres malhonnêtes, car on m'a menti trop souvent. » Vincent acquiesça lentement, comme s'il assimilait l'information et prenait une décision importante. « Tu viendras à mon bureau chez Moretti Holdings. C'est un ordre, pas une invitation. » Isabella le fixa du regard. « Pourquoi faire? Pour nettoyer d'autres sols? Ou tu veux que je résolve quelques problèmes supplémentaires que tes experts de l'Ivy League n'ont pas su régler? Ou pour me laisser décider de votre valeur? » répondit Vincent, d'une voix toujours froide mais moins acerbe. Isabella ramassa le seau à moitié vide, passa le chiffon sur son épaule et se dirigea vers la porte. Avant de quitter la pièce, elle se retourna pour le regarder. « Très bien, je viendrai, mais vous me devez une nouvelle paire de chaussures, car j'ai mouillé les vôtres. Vos chaussures coûtent probablement plus cher qu'un an de loyer. » Elle lui fit d'un clin d'œil et disparut dans l'embrasure de la porte, laissant Vincent seul dans la pièce jonchée de papier et de tasses de café froid. Il la regarda s'en aller, puis l'impensable se produisit. Le coin de la bouche de Vincent Moretti se courba en un petit sourire. L'homme que Chicago n'avait jamais vu sourire se courba lentement en un petit sourire. Il resta là plusieurs minutes à regarder ses chaussures mouillées. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit quelque chose d'inconnu remuer dans sa poitrine glacée. Isabella poussa la porte de l'appartement. Le grincement résonna dans la nuit comme le gémissement d'une créature mourante. Elle entra dans l'obscurité familière et n'alluma pas la lumière,
sachant que cela ne ferait que mettre davantage en évidence la misère de l'endroit qu'elle appelait son chez-soi. L'appartement n'était rien de plus qu'une minuscule pièce unique au 5e étage d'un immeuble délabré du côté sud. La cage d'escalier empestait l'urine, les murs étaient couverts de taches de moisissure, et le bruit des rats qui couraient dans les murs était devenu une berceuse nocturne. Isabella marcha sur la pointe des pieds sur le plancher en bois pourri afin de ne pas réveiller sa sœur. Elle s'arrêta néanmoins à côté du lit étroit dans le coin de la pièce. Sophia était allongée là, son visage de 17 ans encore jeune, mais déjà marqué par la fatigue de la maladie. Ses lèvres étaient légèrement bleutées à la lumière de la lune qui filtrait à travers la fenêtre fissurée. Isabella écouta sa respiration, laborieuse et lourde. Chaque inspiration était comme l'ascension d'une montagne. Chaque expiration, une supplication pour trouver le repos. Le cœur d'Isabella se serra, comme chaque nuit lorsqu'elle regardait sa sœur lutter contre sa malformation cardiaque congénitale, qui, selon les médecins, la tuerait en quelques mois si elle ne subissait pas une intervention chirurgicale. Isabella remonta la couverture autour de Sophia, lissa doucement ses cheveux noirs de sa main tremblante et lui murmura qu'elle trouverait un moyen. Elle le lui promit. Elle se leva et se dirigea vers la petite table dans le coin où une pile d'enveloppes blanches l'attendait. Des enveloppes qu'elle avait peur d'ouvrir. Les factures d'hôpital de la dernière hospitalisation de Sophia. Les avis de loyer, en retard de 2 mois. Les avertissements de la compagnie d'électricité menaçant de couper l'électricité. Au fond se trouvaient les papiers de Carlos Mendez, l'usurier à qui elle avait emprunté de l'argent lorsque sa mère était gravement malade 3 ans plus tôt. Isabella s'effondra dans le vieux fauteuil, laissa tomber sa tête sur la table, et les souvenirs l'envahirent comme un torrent. Elle se souvint de la chambre d'hôpital le jour où sa mère était morte, de l'odeur âcre du désinfectant et du bip régulier du moniteur cardiaque qui s'était soudainement transformé en une ligne impitoyable. Elle se souvenait de la main squelettique et glacée de sa mère dans la sienne et de son dernier souffle, qui avait porté les mots « Prendre soin de Sophia, car Isabella est tout ce qu'elle a ». Isabella avait pleuré pendant 3 jours après cela, puis elle avait essuyé ses larmes et s'était levée, sachant qu'elle ne pouvait pas s'effondrer tant que Sophia avait encore besoin d'elle. En regardant ses mains, durcies par le nettoyage des sols et gercées et à vif par les produits chimiques, elle se demandait si la vie allait un jour cesser de la malmener. Il était 4 heures du matin lorsqu'elle venait de s'endormir depuis quelques minutes que son téléphone se mit à vibrer. Se réveillant en sursaut, elle fixa l'écran, le sang se glaquant dans ses veines lorsqu'elle vit le nom de Carlos Mendez. Elle déglutit péniblement, s'efforça de garder une voix calme et répondit « Bonjour, Reyes ». La voix de l'homme à l'autre bout du fil était grave et froide, comme un serpent glissant sur la pierre. « J'espère que tu n'as pas oublié ta dette. » Isabella serra le téléphone. « Je n'ai pas oublié. J'ai juste besoin de plus de temps. Du temps. » Carlos rit, lui donnant des frissons. « Tu dis ça depuis 3 mois. Je te donne 1 semaine, Reyes. 1 semaine pour trouver les 50 000 $ de principal et d'intérêt. Sinon... » Sa voix se transforma en un murmure terrifiant. « J'ai entendu dire que ta sœur était très jolie. Elle a 17 ans, n'est-ce pas? Beaucoup de gens sont prêts à payer le prix fort pour une fille comme elle. » Isabella eut un haut le cœur, son corps tremblant de rage et de peur. « Ne touche pas à ma sœur, dit-elle entre ses dents serrées. Alors tu sais ce que tu dois faire. » Carlos raccrocha, laissant Isabella seule dans l'obscurité, le souffle court et le cœur serré comme dans un étau. Elle regarda Sophia qui dormait toujours. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec effort, et des larmes coulaient sur le visage d'Isabella. Puis elle se souvint de son rendez-vous le lendemain matin avec Vincent Moretti, le parrain de la mafia le plus impitoyable de Chicago. Elle se demanda si elle s'apprêtait à entrer en enfer ou si elle allait enfin trouver un moyen d'en sortir. Isabella ne put dormir après cet appel. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la ruelle sombre en contrebas, où les ombres flottaient comme des fantômes de sa propre vie. 50 000 $ en 1 semaine. Elle n'avait aucun moyen d'avoir une telle somme. Elle ne gagnerait jamais autant dans toute sa vie. Son téléphone vibra et elle vit qu'elle avait reçu un message provenant du numéro de Carlos Mendez. Son sang se glaça lorsqu'elle l'ouvrit. C'était une photo de Sophia rentrant de l'école l'après-midi précédent, accompagnée d'un message qui lui donna envie de hurler. «
Ta sœur est très mignonne. Ne m'oblige pas à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Isabella jeta le téléphone sur le lit et se couvrit la bouche des deux mains pour s'empêcher de crier. Il surveillait Sophia. Il savait où sa sœur allait quand elle rentrait à la maison et il pouvait lui faire n'importe quoi à tout moment. Son corps tremblait, mais elle regarda Sophia, qui dormait paisiblement, le visage serein. Ignorant les monstres qui rôdaient juste à l'extérieur de son monde, Isabelle prit une profonde inspiration et se dit qu'elle avait déjà traversé l'enfer. Elle avait perdu son père, sa mère, tout. Mais elle ne perdrait pas Sophia. Même si cela lui coûtait la vie, elle trouverait un moyen. Elle devait trouver un moyen. La nuit s'étirait à l'infini. Lorsque les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers la fenêtre sale, Isabella se leva, les yeux rougis par la fatigue, mais remplis de détermination. Elle réveilla Sophia, lui prépara un verre de lait et lui rappela de prendre ses médicaments à l'heure. Puis elle mentit, disant qu'elle avait quelque chose d'important à faire et qu'elle devait partir tôt. Sophia la regarda avec de grands yeux inquiets et lui demanda si elle allait bien, disant qu'elle avait l'air très fatiguée. Isabella sourit, le sourire qu'elle avait pratiqué pendant des années pour cacher sa douleur. Elle dit à sa sœur qu'elle allait bien, qu'elle venait de faire un service de nuit, et lui dit de rester à la maison et de n'ouvrir la porte à personne. Sophia acquiesça, sans poser d'autres questions, habituée au fait que sa sœur lui cachait toujours des choses. Isabella se rendit dans la salle de bain commune au bout du couloir et se regarda dans le miroir. Elle vit une femme au visage creusé et aux cernes profonds sous les yeux. Pourtant, dans ses yeux bruns, il y avait encore une étincelle qui ne s'était pas éteinte. Elle lava les vêtements les plus présentables qu'elle possédait. Une vieille chemise blanche encore propre et un jean délavé, usé mais pas déchiré. Elle se coiffa soigneusement, essayant d'avoir l'air aussi respectable que possible. Elle savait que, comparée aux employés de Moretti Holdings, elle ressemblerait toujours à une souris perdue dans un palais. Elle mit le peu d'argent qui lui restait dans sa poche pour prendre le métro, sortit de l'appartement, verrouilla soigneusement la porte et se retourna une dernière fois, comme si elle ne devait plus jamais revoir cet endroit. Sur le chemin de Moretti Holdings, elle pensa à Vincent Moretti, le parrain de la mafia, qui l'avait regardé avec des yeux froids et glacés la veille au soir, mais qui lui avait souri lorsqu'elle était partie. Elle ne savait pas ce qu'il attendait d'elle. Elle ne savait pas s'il allait l'aider ou la détruire. Mais elle était sûre d'une chose. Elle préférait affronter le roi de la pègre plutôt que le requin solitaire. Elle préférait affronter le roi plutôt que d'être dévorée par le requin. Au moins, un roi avait des règles. Un requin ne connaissait que le sang. Le bâtiment de Moretti Holdings s'élevait au cœur de Chicago comme un monument dédié au pouvoir et à l'argent. Isabella pencha la tête en arrière jusqu'à en avoir mal au cou, juste pour voir le sommet du gratte-ciel de verre et d'acier refléter le soleil matinal. Prenant une profonde inspiration, elle franchit les portes tournantes et se sentit instantanément comme une fourmi qui s'était égarée dans un monde de géants. Le vaste hall d'entrée brillait de marbre si poli qu'elle pouvait y voir son reflet. Les tableaux accrochés au mur valaient probablement plus que son appartement. Tous ceux qui s'affairaient autour d'elle portaient des costumes et des robes sur mesure coûteux, serrant dans leurs mains des gobelets Starbucks et les derniers smartphones. Elle sentait leur regard glisser sur elle, puis se détourner comme si elle n'existait pas. Dans ses vêtements usés, elle savait qu'elle ressemblait à une tache sur leur tapis immaculé. Elle s'approcha de la réception, où un grand agent de sécurité en costume noir la regarda d'un air soupçonneux. « J'ai rendez-vous avec M. Vincent Moretti à 10 heures, dit-elle en s'efforçant de paraître confiante, alors que son cœur battait à tout rompre. L'agent la regarda de haut en bas, comme si elle venait de raconter la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue. « Vous avez rendez-vous avec M. Moretti? » demanda-t-il d'un ton sarcastique. « Et qui êtes-vous exactement? Isabella Reyes? » L'agent tapa sur son ordinateur, puis secoua la tête. « Votre nom ne figure pas sur la liste. Veuillez sortir avant que je n'appelle la sécurité. » Isabella s'apprêtait à répondre lorsqu'une voix familière se fit entendre derrière elle. C'est l'invité du patron. Marco Benedetti sortit de l'ascenseur. Le gardien se mit au garde-à-vous à la vue du visage balafré du bras droit de Vincent. Il jeta à Isabella le même regard curieux que la veille, puis lui fit signe de le suivre. Isabella le suivit, sentant le poids de tous les regards dans le hall peser sur son dos. Des murmures commencèrent à circuler.
Qui est-elle? Qui est cette femme? Pourquoi Marco l'accompagne-t-il personnellement? On dirait qu'elle vient tout droit des bidonvilles. Isabella fit semblant de ne pas entendre, mais chaque murmure lui transperçait l'orgueil comme une petite lame. Marco la conduisit dans un ascenseur privé qui nécessitait une carte clé spéciale et appuya sur le bouton du dernier étage. Vous avez fait forte impression sur le patron, dit Marco d'une voix grave et rauque. Peu de gens y parviennent. Je n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit, répondit Isabella. J'ai simplement regardé les chiffres et dit la vérité. Marco la regarda et pour la première fois, elle vit quelque chose qui ressemblait à du respect briller dans les yeux de ce tueur. C'est exactement pour cela que vous l'avez impressionné. L'ascenseur s'arrêta au dernier étage et les portes s'ouvrirent. Isabella entra dans un monde complètement différent. Le bureau de Vincent Moretti ne ressemblait en rien à ceux qu'elle avait vus auparavant. Il ressemblait davantage à une forteresse, avec ses baies vitrées donnant sur tout Chicago et ses parquets et meubles en chêne poli. Elle était certaine que chaque objet coûtait plus cher qu'une vie humaine. Au centre de tout ce luxe, assis derrière un imposant bureau en noyer, se trouvait Vincent Moretti. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, ses yeux gris et froids la transperçant comme s'il essayait de voir à travers son âme. « Vous êtes à l'heure, dit-il sans émotion. « Je n'ai pas pour habitude de faire perdre leur temps aux autres, répondit Isabella, s'efforçant de garder une voix calme. Vincent l'étudia encore une seconde, même s'il aurait pu la tuer d'un simple signe de tête. Puis le coin de sa bouche se releva légèrement. « Asseyez-vous, Reyes. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Il se leva et lui fit signe de le suivre à travers une porte vitrée vers la grande salle de conférence voisine. Lorsque la porte s'ouvrit, elle découvrit une pièce spacieuse avec une longue table en bois noir brillant autour de laquelle étaient assises une dizaine de personnes. Elles étaient toutes vêtues de costumes et de robes sur mesure coûteux et se tournèrent toutes vers elle pour la dévisager comme si elle était une créature étrange venue d'une autre planète. Vincent entra et tout le monde se leva instinctivement. Le respect était clairement inscrit sur tous les visages. « Asseyez-vous, ordonna-t-il, et ils s'assirent tous d'un seul coup. Isabella resta debout au fond de la pièce, ne sachant pas quoi faire, jusqu'à ce que Vincent lui indique la chaise vide à côté de lui, un bout de table. « Asseyez-vous ici, dit-il. » Elle s'avança, sentant tous les regards posés sur elle, et s'assit dans la chaise en cuir la plus moelleuse qu'elle ait jamais touchée. « Voici Isabella Reyes, » annonça Vincent d'une voix qui résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. C'est elle qui a découvert la fraude que vos 20 experts n'ont pas réussi à détecter. Une femme assise en face d'Isabella eut un rire moqueur. Gianna Costa avait environ 30 ans et des cheveux bruns soigneusement coupés. Elle portait un tailleur rouge coûteux et des bijoux étincelants. Elle était responsable de la comptabilité chez Moretti Holdings et était clairement mécontente de voir Isabella assise à la place d'honneur à côté du patron. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Moretti, mais c'est une femme de ménage, » dit Gianna avec un mépris non dissimulé. « Elle nettoie les sols ici même, dans ce bâtiment. Je l'ai vue renverser des seaux d'eau dans le couloir à plusieurs reprises. Croyez-vous vraiment qu'une personne comme elle ait pu accomplir ce que toute notre équipe de spécialistes n'a pas réussi à faire? » Vincent ne répondit pas. Il se tourna simplement vers Isabella et hocha la tête. « Expliquez-leur, dit-il. Isabella regarda les visages qui attendaient son explication. Certains étaient curieux, d'autres sceptiques, et Gianna la fixait comme si elle voulait la brûler vive. Elle prit une profonde inspiration et commença. « Je ne suis pas une experte, » dit-elle d'une voix calme. « Je n'ai pas de diplôme de Harvard ou de Yale. Je suis juste quelqu'un qui a appris à reconnaître quand quelqu'un me ment parce que j'ai été trompé trop souvent dans ma vie. » Elle se leva et se dirigea vers le grand écran au fond de la pièce, qui affichait des graphiques financiers. Quand je regarde ces chiffres, je ne vois rien de compliqué. Je vois une histoire, de la même manière que je suis la trace d'une tache quand je nettoie le sol. L'argent est comme l'eau, il coule dans une certaine direction, et si quelqu'un le détourne, il y aura des traces. Elle a pointé le graphique du doigt. L'argent afflue régulièrement, mais une petite somme disparaît chaque mois lorsqu'il s'écoule. Ce n'est pas beaucoup, seulement quelques pourcents, une somme si modeste que personne ne la remarque. Mais sur 3 ans, cela représente des millions. Le compte sur lequel l'argent est versé est très habilement dissimulé. Cependant, il y a une chose que les gens ne peuvent pas cacher. Elle se retourna pour leur faire face. L'habitude.
La personne qui transfère l'argent le fait toujours le même jour du mois, pour le même montant et en utilisant le même code de transaction. C'est l'erreur du voleur. Ils se croient malins, mais ils sont trop paresseux pour changer leurs habitudes. La salle devint silencieuse. Gianna ouvrit la bouche, puis la referma brusquement. Son visage rougit d'humiliation et de colère. Le directeur financier, un homme âgé assis au bout de la table, prit la parole. Elle a raison. J'ai vérifié à nouveau hier soir et tout correspond. Nous avons manqué cela pendant 3 ans parce que nous cherchions des fraudes complexes. Alors que c'était si simple, nous n'avons même pas pris la peine de chercher. Vincent observa Isabella pendant tout le temps où elle parla, ses yeux gris ne la quittant pas une seule seconde. Il vit à quel point elle restait ferme malgré ses tremblements intérieurs. Il vit comment elle expliquait tout dans un langage compréhensible par tous et comment elle ne baissait jamais la tête face aux regards méprisants. Il avait rencontré beaucoup de personnes intelligentes dans sa vie, mais c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui était intelligent sans chercher à le montrer. Quelqu'un d'autre a-t-il une opinion? Demanda Vincent froidement. Gianna ouvrit la bouche pour parler, mais lorsqu'elle croisa le regard de Vincent, elle se tut immédiatement. Bien, dit-il, alors nous pouvons continuer. Une fois la réunion terminée et tout le monde parti, Vincent fit signe à Isabella de rester. Gianna Costa s'attarda également, faisant semblant de ranger des papiers, alors qu'elle essayait clairement d'écouter. Vincent lui lança un regard et elle comprit immédiatement, quittant la pièce à contre-cœur. Cependant, le regard qu'elle lança à Isabella avant de fermer la porte était plein de ressentiment. Une fois seul, Vincent se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant Chicago qui s'étendait en contrebas. « Vous avez un talent dont j'ai besoin, » dit-il sans se retourner. « Je veux que vous travailliez comme conseillère spéciale pour moi. Assistez aux réunions, analysez les chiffres et dites-moi quand quelqu'un ment. Vous gagnerez 10 fois plus que ce que vous gagnez en nettoyant des sols et vous bénéficierez d'une assurance maladie complète et d'un nouvel appartement dans un quartier plus sûr. » Isabelle resta assise, le cœur battant à tout rompre. 10 fois plus, cela suffirait à rembourser ses dettes, à payer l'opération de Sophia et à échapper à l'enfer dans lequel elle vivait. Pourtant, quelque chose dans la façon dont Vincent s'exprimait l'empêcha d'accepter immédiatement. La porte de la salle de conférence s'ouvrit soudainement et Gianna revint à l'intérieur, ayant manifestement tout entendu depuis l'extérieur. « Monsieur Moretti, je dois m'y opposer, » dit-elle, s'efforçant de garder une voix calme alors que la colère montait en elle. Elle n'a ni diplôme, ni expérience, ni aucune formation. Ce n'est qu'une femme de ménage chanceuse qui a remarqué une erreur que n'importe qui aurait pu voir en y regardant de plus près. La promouvoir à un poste de conseillère serait une insulte à ceux qui ont travaillé dur pendant des années pour gagner leur place ici. Vincent se retourna et lança à Gianna un regard qui la fit taire instantanément. « Êtes-vous en train de me dire qui devrait ou ne devrait pas travailler pour moi? » Costa. Sa voix était glaciale. « Non, monsieur, j'allais justement partir. » Gianna pâlit, se retourna et sortit, refermant la porte derrière elle. Mais Isabella savait qu'elle venait de se faire une ennemie dangereuse. Vincent se tourna vers Isabella. « Alors, quelle est votre réponse? » Isabella soutint son regard gris. « Vous avez dit que c'était un ordre, pas une invitation. Je ne travaille pas pour des gens qui me donnent des ordres. La vie me donne des ordres depuis 27 ans. Je n'ai pas besoin d'un autre maître. » Vincent la regarda, et pour la première fois, Isabella vit une véritable surprise dans les yeux du chef de la mafia. Il était habitué à ce que les gens s'inclinent devant ses ordres et ne disent jamais non. C'était la deuxième fois en moins de 24 heures que cette femme le défiait. Il resta silencieux pendant un moment, puis le coin de sa bouche se courba lentement en un petit sourire. Le deuxième sourire qu'Isabella voyait sur son visage habituellement impassible. « Très bien, » dit-il d'un ton légèrement plus doux. « Alors ceci est une invitation, pas un ordre. Je vous invite à travailler pour moi, avec le salaire et les avantages que j'ai été mentionnés. Vous pouvez refuser et je vous laisserai partir sans aucune conséquence. Mais je pense que vous devriez y réfléchir, car je sais que vous avez besoin d'argent et que votre sœur doit subir une opération. » Isabella se raidit. « Vous savez, pour Sophia, je sais tout sur les personnes qui entrent dans ce bâtiment, » répondit Vincent. « Et je sais que vous devez 50 000 $ à un homme nommé Carlos Mendes et qu'il menace votre sœur. » Isabella sentit le sang affluer dans ses veines.
Elle ne savait pas si elle devait avoir peur ou être soulagée que quelqu'un ait enfin découvert son secret. Elle pensa à Sophia, seule à la maison, et à la respiration laborieuse de sa sœur chaque nuit. La menace de Carlos Shark résonnait encore dans ses oreilles, et elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. J'accepte, dit-elle doucement mais fermement. Mais j'ai une condition. Il haussa un sourcil. Personne ne lui avait jamais imposé de condition auparavant. Quelle condition? Vous ne me donnez pas d'ordre. Vous pouvez me demander, vous pouvez me solliciter, mais vous ne me commandez pas. Je suis un conseiller, pas un esclave. Vincent l'observa pendant une seconde, puis éclata de rire. C'était un rire court et sec, mais c'était le premier vrai rire que Marco, qui montait la garde derrière la paroi de verre, avait entendu de la bouche de son patron un 8 ans. D'accord. Marché conclu, dit Vincent. Reyes. La première semaine d'Isabella chez Moretti Holdings lui donna l'impression d'entrer dans un monde complètement différent. C'était un endroit où chaque regard cachait des secrets. Chaque sourire pouvait être un coup de poignard dans le dos, et chaque mot devait être soigneusement pesé avant d'être prononcé. Vincent chargea Marco de la guider, et l'homme balafré s'avéra être un bien meilleur professeur qu'elle ne l'avait imaginé. Le premier jour, il lui fit visiter les locaux, lui montrant qui était un allié, qui était un ennemi, à qui elle pouvait faire confiance et qui elle devait éviter. « Personne ici n'est ton ami à moins que le patron ne le dise », déclara Marco de sa voix grave et rauque. « Et même dans ce cas, tu devrais dormir d'un œil ouvert. » Isabella acquiesça. Ayant longtemps vécu dans le Sud, elle savait que la confiance était un luxe que les pauvres ne pouvaient se permettre. On lui attribua un petit bureau juste à côté de la salle de conférence principale, ce qui lui donnait accès à tous les rapports financiers de l'organisation. Elle arrivait à 8 heures tous les matins et partait à 8 heures tous les soirs. Parfois, elle restait plus tard, se plongeant dans les chiffres et les graphiques comme s'il s'agissait d'énigmes à résoudre. Et elle les résolvait bien. En 3 jours, elle avait découvert 2 autres faiblesses dans le système comptable. Il ne s'agissait pas de fraude comme dans le cas d'Anthony Russo, mais de vulnérabilités qui pourraient être exploitées à l'avenir. Elle rédigea des rapports détaillés et les envoya à Vincent. Il lut chaque page attentivement, ce que Marco disait être quelque chose que le patron faisait rarement avec les rapports des autres. Chaque soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, Isabella comptait ses gains et calculait combien de temps il lui faudrait encore pour économiser suffisamment d'argent pour l'opération de Sophia. Avec son nouveau salaire, elle pouvait économiser près de 20 fois plus qu'avant. Elle estimait qu'en 3 mois environ, elle aurait assez d'argent pour payer la compte à l'hôpital. Sophia avait remarqué le changement chez sa sœur. Isabella ne rentrait plus à la maison les yeux fatigués ou les mains gercées et douloureuses à cause des produits chimiques de nettoyage. Elle lui demanda quel genre de nouveau travail elle faisait. Isabella répondit simplement qu'elle avait été promue, et Sophia n'insista pas, car elle avait l'habitude que sa sœur lui cache des choses. Alors qu'Isabella trouvait peu à peu ses marques, Gana Costa bouillait de rage. Elle travaillait chez Moretti Holdings depuis 6 ans, gravissant les échelons grâce à son travail acharné et à sa persévérance, passant de comptable junior à chef de service, et elle se croyait indispensable à Vincent. Mais maintenant, une femme de ménage était sortie de nulle part et s'asseyait juste à côté du patron à chaque réunion. On l'écoutait chaque fois qu'elle parlait, et elle osait même poser des conditions à l'homme que toute la ville craignait. Gianna observait Isabella tous les jours, notant chacun de ses pas, chaque personne à qui elle parlait et chaque rapport qu'elle envoyait. Elle souriait gentiment à Isabella dans le couloir, mais son regard était froid comme la glace. « Bonjour Isabella, tu es radieuse aujourd'hui, » dit Gianna le 5e jour. « Ce nouveau poste te convient bien, n'est-ce pas? » « Merci, » répondit Isabella, reconnaissant la fausseté dans le ton de Gianna, mais choisissant de ne pas la confronter. « J'essaie simplement de faire mon travail du mieux que je peux. »« Oui, cher, » dit Gianna en inclinant la tête et en souriant, mais ses yeux restaient froids. « Mais n'oublie pas que tout le monde ici n'apprécie pas les nouveaux venus qui essaient de montrer à quel point ils sont compétents. » Elle s'éloigna avant qu'Isabella n'ait le temps de répondre. Ses talons hauts frappaient le sol en marbre comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Isabella regarda Gianna s'éloigner et sut que, tôt ou tard, cette femme lui causerait des ennuis. Cependant, elle n'avait pas le temps de s'inquiéter des jeux de pouvoir au bureau. Elle avait une sœur à sauver et une dette à rembourser. Elle avait une sœur à sauver et une dette à rembourser.
Ce soir-là, alors qu'Isabella s'apprêtait à quitter le bureau, elle reçut un message provenant d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit et sentit son sang se glacer. C'était une photo de Sophia assise dans le bus qui la ramenait chez elle, prise de dos, accompagnée d'un court message. Plus que 5 jours, Ray. J'espère que tu comptes ton argent. Plus que 5 jours, Ray. J'espère que tu comptes ton argent. Carlos Mendes les surveillait toujours. Aujourd'hui, c'était le 6e jour et Isabella avait passé toute la semaine à travailler sur un rapport analytique complet sur les flux de trésorerie de Moretti Holdings au cours des 3 dernières années. C'était un travail dans lequel elle avait investi des centaines d'heures, ainsi que toutes les connaissances qu'elle avait accumulées au fil de ses années d'auto-formation. Elle enregistra le fichier sur son ordinateur et sortit pour aller chercher une tasse de café. 10 minutes seulement. Mais lorsqu'elle revint, l'écran affichait un message qu'elle ne voulait jamais voir. Le fichier avait disparu. Isabella s'effondra sur sa chaise, les mains tremblantes, et fouilla tous les dossiers possibles, la corbeille et les sauvegardes, mais en vain. Son rapport avait complètement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Elle leva les yeux et croisa le regard de Gianna Costa, qui se tenait au bout du couloir. Le sourire de Gianna était fin comme une lame, et ses yeux brillaient d'une satisfaction malveillante. Gianna ne dit rien. Elle se contenta de se retourner et de disparaître au coin du couloir. Mais Isabella savait exactement qui avait fait cela. Elle resta assise là pendant 1 minute, luttant contre l'envie de pleurer, de crier ou de courir après Gianna pour dire à tout le monde ce qu'elle avait fait. Mais Isabella pensa alors à Sofia. Elle pensa à l'argent qu'elle économisait. Elle pensa au fait que si elle causait des problèmes ici, elle pourrait perdre son emploi. Et avec lui, son seul espoir de sauver sa sœur. Prenant une profonde inspiration, elle essuya la lueur de ses yeux et recommença. Elle resta assise là toute la nuit, sans manger ni boire, à Armeda, accompagnée uniquement par la lueur de l'écran d'ordinateur et le rythme régulier de ses doigts tapant sur le clavier dans la pièce vide. L'horloge passa 2 heures du matin, puis 3, puis 4. Isabella travailla comme une machine, recréant chaque page du rapport de mémoire. Elle était reconnaissante à Dieu de lui avoir donné un esprit capable de mémoriser des chiffres comme d'autres mémorisent les paroles d'une chanson. Au dernier étage, dans son bureau, Vincent Moretti était éveillé. Assis devant les écrans de sécurité, il regardait les images d'Isabella penchée sur son bureau, travaillant seule dans l'obscurité. Il avait tout vu. Il avait vu Gianna se glisser dans le bureau d'Isabella pendant qu'elle allait chercher un café. Il l'avait vu taper quelques touches et sortir avec un sourire triomphant. Il avait également vu le moment où Isabella s'était rendu compte que le fichier avait disparu. Il avait vu ses épaules trembler. Il l'avait vue presque s'effondrer, mais elle s'était ressaisie et avait recommencé. Il ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas venue le voir, ni pourquoi elle avait choisi de supporter la situation en silence au lieu de réclamer justice. Puis, à 3h30 du matin, Vincent avait vu Isabella arrêter de taper et sortir son téléphone. Elle avait fixé l'écran pendant un moment, puis avait composé un numéro. Il avait allumé le son et entendu sa voix. Elle était si douce et si légère qu'il avait failli ne pas reconnaître celle de la femme qui avait osé le défier lors de leur première rencontre. « Tu dors déjà? Je sais qu'il est tard. Je suis désolé. Je voulais juste entendre ta voix un instant. As-tu pris tes médicaments à l'heure aujourd'hui? C'est bien. Veux-tu que je te raconte une histoire? » Il était une fois une petite princesse qui était enfermée dans une haute tour. Elle était malade et personne ne pensait qu'elle guérirait un jour. Mais elle avait une sœur. Cette sœur a voyagé à travers le monde pour trouver un moyen de la sauver. Elle a dû travailler très dur. Elle a dû affronter des dragons maléfiques et des sorcières rusées. Mais elle n'a jamais abandonné, car elle aimait sa petite sœur plus que tout au monde. Pendant ce temps, Vincent restait immobile dans l'obscurité, écoutant Isabella raconter un conte de fées à sa sœur au téléphone, et un sentiment qu'il avait enfoui depuis longtemps commença à remuer dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que c'était. Tout ce qu'il savait, c'est que cette femme lui faisait ressentir des choses qu'il ne voulait pas ressentir. Il ne savait pas pourquoi il s'était levé et était entré dans l'ascenseur à 4 heures du matin. Il se disait qu'il venait simplement vérifier le travail, qu'il était du devoir d'un bon patron de se soucier de ses employés qui travaillaient tard, et que c'était tout à fait normal et rien d'extraordinaire. Mais lorsqu'il s'arrêta devant la machine à café dans la salle du personnel, et se servit 2 tasses au lieu d'une, il sut qu'il se mentait à lui-même. Il entra dans le bureau d'Isabella sans frapper, la surprenant alors qu'elle levait la tête.
Ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil et la lueur de l'écran d'ordinateur. Monsieur Moretti, dit-elle d'une voix rauque à force de ne pas parler. Que voulez-vous? Vincent ne répondit pas. Il posa simplement le café sur le bureau devant elle, tira une chaise et s'assit en face d'elle. Vous avez travaillé toute la nuit, dit-il. Ce n'est pas une question, mais une affirmation. J'avais des choses urgentes à terminer, répondit Isabella, baissant les yeux vers le café, puis levant les yeux vers lui avec surprise. Vous m'avez apporté du café. Pourquoi pensiez-vous que j'étais venu ici? Pour vous tuer? Demanda Vincent, et quelque chose qui ressemblait à une pointe d'humour passa dans ses yeux gris et froids. En fait, je n'avais pas écarté cette possibilité, répondit Isabella en buvant une gorgée de café. Mais si tu avais prévu de me tuer, tu n'aurais probablement pas gaspillé de l'argent pour du café. Il est bon? Vincent la regarda, le coin de sa bouche légèrement relevé. C'était la première fois qu'ils s'asseyaient ensemble sans parler de chiffres ou de trader, et le silence entre eux était plus léger qu'Isabella ne l'avait imaginé. Elle savait qu'il avait regardé les caméras. Il avait vu Gianna supprimer son fichier et travailler toute la nuit pour le refaire, mais aucun d'eux n'en fit mention. « Pourquoi tu ne dors pas? » demanda Vincent. « Pourquoi tu ne dors pas? » lui répondit Isabella. Il resta silencieux un instant avant de répondre d'une voix basse et distante. « Je ne peux pas dormir. Je n'ai pas dormi une nuit complète depuis très longtemps. » Isabella le regarda et pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux gris. Pas de la froideur ou de la menace, mais de l'épuisement, de la solitude et peut-être de la douleur. « Savez-vous que vous effrayez les gens? » demanda-t-elle soudainement. Vincent la regarda, l'expression impassible. « C'est justement le problème. C'est triste, » dit Isabella doucement. « La peur est très solitaire. Avez-vous quelqu'un à qui vous pouvez vraiment parler sans que ce soit du travail, des affaires ou des ennemis à éliminer? Juste parler comme deux êtres humains normaux? » Vincent resta silencieux. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Personne n'avait osé lui poser cette question auparavant. Tout le monde le craignait trop pour imaginer qu'il pouvait se sentir seul ou avoir besoin de quelqu'un pour l'écouter, ou qu'il pouvait vouloir être traité comme un être humain plutôt que comme un monstre. « J'ai Marco, » répondit-il finalement. « Marco est votre subordonné, » dit Isabella. « Il est loyal, mais la loyauté n'est pas un lien. Pouvez-vous lui dire ce qui vous fait peur? Pouvez-vous lui parler de vos cauchemars? Pouvez-vous pleurer devant lui? » Vincent la fixa du regard et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit exposé. Cette femme aux yeux bruns fatigués et aux vêtements froissés par une nuit de travail avait réussi à percer à jour tous les murs qu'il avait érigés au cours de ses 36 années d'existence. « Tu penses me comprendre? » demanda-t-il, essayant de garder une voix froide, même si elle n'était plus aussi tranchante. « Je ne te comprends pas. » Isabella secoua la tête. « Mais je te vois et je vois un homme qui est très, très fatigué de devoir être fort tout seul. » Vincent ne dit rien. Il resta simplement assis là, regardant la femme en face de lui. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment réagir. Il avait affronté les criminels les plus dangereux, traversé des batailles sanglantes et tué sans que ses mains ne tremblent jamais. Pourtant, ici, dans la pénombre du bureau à 4 heures du matin, assis en face d'une femme dont la sincérité était palpable, il se sentait plus vulnérable que jamais. « Le café est bon? » demanda-t-il, changeant délibérément de sujet. Isabella sourit, et ce sourire était comme un rayon de soleil perçant l'obscurité. « Il est très bon, merci. Et M. Moretti, quoi? Si jamais vous voulez parler à 4 heures du matin, venez ici. Je reste éveillé tard. » Vincent se leva et lui tourna le dos afin qu'elle ne puisse pas voir son expression s'adoucir. « Allez dormir, Reyes, le rapport peut attendre. »« Non, il ne peut pas, mais merci de vous soucier de moi. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant avant de partir. « Isabella, » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. « Ne laissez personne vous briser, » dit Vincent. Puis il disparut dans l'obscurité du couloir, laissant Isabella assise seule, avec une tasse de café froid et le cœur battant à tout rompre. 2 jours après cette nuit-là, Isabella reçut un appel de Maria, la responsable de l'entretien ménager de nuit chez Moretti Holdings, où Isabella travaillait comme femme de ménage. Maria lui dit qu'un homme grand, avec des dents en or et un sourire de requin, était venu la voir pour lui poser des questions sur elle.
Il avait demandé où Isabella travaillait et vivait actuellement, et si quelqu'un la protégeait. Maria répondit qu'elle ne lui avait rien dit, car elle ne savait rien. Cependant, sa voix tremblait lorsqu'elle décrivit la façon dont il l'avait regardée, comme s'il pouvait lui faire n'importe quoi et que personne n'oserait l'en empêcher. Isabella était assise dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille. Mais elle n'entendait plus les paroles de Maria. Le requin s'était rendu à son ancien lieu de travail. Il resserrait l'étau, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne découvre où elle se trouvait. Avant qu'il ne la trouve, elle raccrocha et tenta de se calmer. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les cacher sous le bureau. Elle ne savait pas que Marco se tenait juste derrière la porte et avait tout entendu. Ce soir-là, Marco frappa à la porte du bureau de Vincent et entra avec un air grave. « Patron, j'ai des informations sur Mademoiselle Reyes. » Vincent leva les yeux de ses papiers, le regard perçant. « Parlez. » Carlos Mendez, également connu sous le nom de Shark, est un requin solitaire opérant dans le Sud. Mademoiselle Reyes lui doit 50 000 $. Il s'agit d'un prêt contracté il y a 3 ans lorsque sa mère était gravement malade. Le taux d'intérêt est exorbitant. Le capital et les intérêts ont déjà doublé. Il la menace, elle et sa sœur, les suit depuis des semaines, et maintenant, il a commencé à poser des questions dans les endroits où elle travaillait auparavant. Vincent ne dit rien, mais l'atmosphère dans la pièce devint soudain si glaciale que même Marco, un tueur impitoyable, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il reconnut l'expression sur le visage de son patron. La même expression que Vincent arborait juste avant de donner un ordre qui coûterait la vie à quelqu'un. « Il a osé toucher quelqu'un qui m'appartient », dit Vincent d'une voix basse et dangereuse, comme le grognement d'une bête sauvage. Marco acquiesça, attendant les ordres. « Occupe-toi de lui proprement et assure-toi que personne ne découvre où il se trouve. » « Compris? » Marco fit demi-tour pour partir, mais Vincent l'arrêta. « Elle n'a pas besoin de savoir, dit-il. » Marco acquiesça à nouveau et disparut derrière la porte. 2 jours plus tard, Isabella se réveilla et constata que son téléphone ne contenait aucun message menaçant. Elle attendit toute la journée, mais Carlos Shark ne l'appela pas, ne lui envoya pas de SMS et n'apparut nulle part. Elle interrogea Maria, qui lui répondit que l'homme n'était pas revenu. Elle interrogea ses connaissances du quartier sud, qui lui dirent que Shark avait disparu. Son bureau de prêt était fermé. Personne ne savait où il était parti et personne n'osait poser la question. Isabella s'assit dans son petit appartement et regarda Sofia dormir. Elle sentit un poids énorme lui être enlevé des épaules. Elle n'était pas idiote. Elle savait que Shark n'avait pas simplement disparu. Dans ce monde, elle le savait, les hommes comme Shark ne disparaissaient que lorsque quelqu'un de plus puissant voulait s'en débarrasser. Elle ne connaissait qu'un seul homme doté d'un tel pouvoir, Vincent Moretti. Elle ne savait pas ce qu'il avait fait à Shark, et elle ne voulait pas le savoir. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois depuis 3 ans, elle pouvait respirer sans se sentir étouffée. Elle pouvait regarder Sofia sans craindre que quelqu'un ne la lui enlève. Le lendemain matin, lorsqu'Isabella arriva au bureau, elle croisa Vincent dans le couloir. Il lui fit un signe de tête comme il le faisait toujours. Il ne dit rien de plus, il ne mentionna pas Shark, il n'attendit pas de remerciement. Cependant, alors qu'il passait devant elle, Isabella murmura, juste assez fort pour qu'il l'entende, « Merci. Merci. » Vincent s'arrêta un instant, lui tournant toujours le dos. « Je ne sais pas pourquoi vous me remerciez, » répondit-il, puis il continua son chemin comme si de rien n'était. Isabella le regarda s'éloigner et, pour la première fois, se demanda si le parrain de la mafia le plus impitoyable de Chicago avait peut-être un cœur après tout. Après cette nuit-là, tout commença à changer d'une manière que ni Vincent ni Isabella n'avaient prévue. Cela commença par des dîners tardifs, lorsqu'ils travaillaient tous les deux tard et que Vincent commandait à manger pour eux deux à son bureau, prétextant qu'il n'aimait pas manger seul et qu'elle avait besoin de manger autre chose que du café et des barres protéinées. Isabella savait que c'était une excuse, mais elle ne refusait pas, car en vérité, elle n'en avait pas envie non plus. Il s'asseyait dans le bureau de Vincent, surplombant les lumières scintillantes de Chicago, et mangeait un des plats italiens provenant du restaurant le plus cher de la ville, un endroit où Isabella n'avait jamais osé entrer, se contentant de passer devant. Il parlait non pas de travail, de chiffres ou de trader, mais de la vie, du passé et des cicatrices qu'il portait.
Un soir, alors que la bouteille de vin était à moitié vide et que les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles sous leurs pieds, Vincent a commencé à parler de son père. Il a été abattu juste devant moi, a-t-il dit d'une voix basse et lointaine, comme s'il se remémorait un souvenir lointain. J'avais 28 ans, je dînais avec lui dans notre restaurant familial. Quelqu'un est entré et lui a tiré 3 balles dans la poitrine. Il est mort dans mes bras, son sang imprégnant mes vêtements. La dernière chose qu'il a dite était « Tu dois être fort, tu dois tout porter ». Isabella est restée assise en silence, sans rien dire. Elle se contentait d'écouter, car elle savait que parfois, les gens avaient besoin de quelqu'un qui les écoute, pas nécessairement pour les réconforter. Je n'ai jamais voulu hériter de cet empire, a poursuivi Vincent, les yeux fixés au loin. Je voulais étudier l'architecture, concevoir de beaux bâtiments, mener une vie normale. Mais quand mon père est mort, je n'avais pas le choix. Si je ne prenais pas le pouvoir, d'autres l'auraient fait, et ils auraient détruit tout ce que mon père avait construit. Ils auraient tué ceux qui étaient fidèles à ma famille. Je suis donc devenu ce que je détestais, un parrain de la mafia, un tueur, un monstre que toute la ville craint. Mais Isabella ne voyait pas un caïd impitoyable, mais un homme de 28 ans qui avait enterré ses rêves pour assumer une responsabilité qu'il n'avait jamais voulu. « Je comprends, dit-elle doucement. J'avais aussi des rêves. Je voulais devenir analyste financière et travailler à Wall Street pour prouver qu'une fille du South Side pouvait réussir. J'étais la meilleure élève de ma classe et j'ai obtenu une bourse pour aller à l'université. Je pensais que la vie me souriait enfin. Au malfait d'une pause, les yeux baissés vers le verre de vin qu'elle tenait à la main. Puis ma mère a eu un cancer, en phase terminale. Le médecin a dit qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre, mais qu'avec un traitement, elle pourrait gagner un peu plus de temps. J'ai donc abandonné l'université, vendu tout ce que je pouvais et emprunté de l'argent à Carlos Shark pour donner plus de temps à ma mère. Elle est quand même morte, mais au moins j'ai pu passer une année supplémentaire avec elle. Mais quel en a été le prix? Demanda Vincent d'une voix plus douce. J'ai tout perdu, répondit Isabella avec un sourire triste. Ma bourse, mon avenir, mes rêves. Mais je ne le regrette pas. Si je devais choisir à nouveau, je referais la même chose, car ma mère valait ce sacrifice. Ils restèrent assis en silence, et à ce moment-là, ils n'étaient plus un parrain de la mafia et une ancienne concierge. Ils étaient simplement 2 hommes blessés qui s'étaient trouvés dans l'obscurité, 2 personnes qui avaient trop perdu, mais qui essayaient encore d'aller de l'avant. Vincent regarda Isabella et réalisa qu'elle était la première personne à qui il avait jamais parlé de son rêve de devenir architecte. Elle était la première personne à qui il avait avoué ne jamais avoir voulu devenir ce qu'il était devenu. Elle n'avait pas peur de lui, elle ne le flattait pas, elle n'attendait rien de lui, sauf de l'honnêteté. Cela lui fit ressentir quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, le sentiment d'être lui-même. À l'extérieur du bureau, Marco montait la garde comme il le faisait chaque nuit. Cependant, il remarqua des changements que les autres ne pouvaient pas voir. Son patron, l'homme qu'il servait depuis 8 ans, était en train de changer. Vincent souriait davantage, même si ce n'était que de petits sourires. Il parlait davantage, même si ce n'était qu'à une seule personne. Et Vincent regardait Isabella d'un regard que Marco ne lui avait jamais vu porter sur personne auparavant. C'était le regard d'un homme tombant amoureux sans s'en rendre compte. L'appel est arrivé à 3 heures du matin. Alors qu'Isabella venait de s'endormir après une longue journée de travail, elle a entendu la voix faible de Sofia au téléphone. « Ma sœur, j'ai tellement mal à la poitrine que je ne peux plus respirer. » Puis elle a entendu le bruit du téléphone tombant sur le sol. Isabella ne se souvenait pas comment elle avait quitté l'appartement en courant. Elle ne se souvenait pas avoir appelé une ambulance. Tout ce dont elle se souvenait, c'était d'avoir fait irruption à l'intérieur et d'avoir vu Sofia allongée sur le sol. Ses lèvres étaient bleues et ses yeux fermés. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans un halètement désespéré et superficiel, comme un petit oiseau essayant de voler avec des ailes brisées. L'ambulance arriva. Ils soulevèrent Sofia sur une civière et l'emmenèrent en urgence à l'hôpital du comté, le seul établissement pris en charge par son assurance. Isabella s'assit à l'arrière, tenant la main glacée de sa sœur et répétant comme une prière « Tout ira bien, je suis là, je ne te laisserai pas partir. » À l'hôpital, le médecin déclara que Sofia avait besoin d'une opération cardiaque d'urgence, mais que malheureusement, l'hôpital ne disposait pas du matériel nécessaire. Il devait donc la transférer au Northwestern Memorial,
le meilleur centre cardiaque de la ville. Puis ils ont posé la question de l'argent. Ils ont dit que le coût estimé de l'opération, des soins intensifs, des médicaments et des soins post-opératoires s'élèverait à plus de 200 000 et qu'ils exigeaient un acompte d'au moins 100 000 dollars. Isabella resta là, les yeux fixés sur le visage pâle du médecin, et sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Elle avait réussi à économiser près de 20 000 dollars après des semaines de travail, mais c'était loin d'être suffisant, loin même de ce qu'il fallait pour sauver la vie de sa sœur. Elle les supplia de lui accorder un délai, les implorant de procéder à l'opération et leur promettant qu'elle trouverait un moyen de payer plus tard. Mais ils secouèrent la tête avec regret, disant que les règles étaient les règles et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Isabella s'effondra sur une chaise dans le couloir de l'hôpital, la tête baissée et les épaules tremblantes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle pleura. Elle avait pleuré seule lorsque son père était mort. Elle avait pleuré seule lorsque sa mère était décédée, aussi. Elle avait ravalé ses larmes pendant des années, tout en endurant une vie brutale. Mais maintenant, elle ne pouvait plus les retenir. Les larmes coulaient sur ses joues et tombaient sur le sol corps l'effroi. Elle se sentait plus petite et plus impuissante que jamais. Puis elle entendit le bruit familier de chaussures en cuir sur le sol. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Vincent debout devant elle. Il portait un manteau noir et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de sortir du lit. Ses yeux gris n'étaient plus froids. Ils étaient remplis d'une émotion qu'Isabella n'osait nommer. « Marco m'a tout raconté, » dit-il doucement. « Ne t'inquiète pas pour l'argent. » Vincent se tourna vers le médecin pour lui parler, et Isabella ne pouvait pas entendre ce qu'il se disait. Elle vit seulement l'expression du médecin passer de la réticence au respect, puis il hocha la tête à plusieurs reprises et commença à passer des coups de fil partout. En moins d'une heure, un hélicoptère médical atterrit sur le toit de l'hôpital et emmena Sophia au Northwestern Memorial, où une équipe des meilleurs chirurgiens cardiaques de la ville l'attendait. Isabella accompagna sa sœur dans l'hélicoptère, toujours en tenant la main de Sophia. Alors qu'elle regardait Chicago s'éloigner sous ses yeux, elle vit Vincent debout, seul sur le toit de l'hôpital, la regardant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le voir. Lorsque Sophia fut admise en soins préopératoires au Northwestern Memorial, Isabella s'effondra sur une chaise dans la salle d'attente. Elle ne pouvait plus se retenir. Elle enfouit son visage dans ses mains et sanglota. Elle pleurait de peur, d'épuisement et de gratitude. Toutes les émotions qu'elle avait réprimées pendant tant d'années la submergèrent enfin. Lorsqu'une main se posa sur son épaule, elle leva les yeux et vit Vincent assis à côté d'elle, sans rien dire, simplement là comme un roc solide sur lequel elle pouvait s'appuyer. Pour la première fois de sa vie, Isabella laissa quelqu'un voir sa faiblesse. Et pour la première fois, elle n'en avait pas honte. L'opération dura 6 heures, et Vincent ne quitta pas la salle d'attente une seule minute pendant tout ce temps. Marco montait la garde à l'extérieur, tandis que Vincent était assis à côté d'Isabella, sans rien dire, sa présence étant une promesse silencieuse qu'elle n'affronterait pas seule cette longue nuit. Isabella était assise, immobile, les yeux fixés sur les portes de la salle d'opération et les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. De temps en temps, son corps tremblait et à chaque fois, Vincent se rapprochait un peu plus, comme si la chaleur de sa présence pouvait chasser la peur. À 2 heures du matin, Vincent se leva, disparut un moment, puis revint avec un sac de nourriture et une tasse de café chaud. « Tu dois manger quelque chose, » dit-il en lui tendant la nourriture. Isabella secoua la tête et murmura qu'elle ne pouvait rien avaler. Vincent ne dit rien. Il ouvrit simplement le sac, en sortit un sandwich et le porta délicatement à ses lèvres. « Mange, » dit-il doucement. « Ta sœur aura besoin que tu sois forte quand elle se réveillera. » Isabella le regarda. Peut-être était-elle trop épuisée pour refuser. Peut-être n'avait-elle plus la force de refuser. Elle prit le sandwich et en mordit un petit morceau. Il avait le goût du papier dans sa bouche. Mais elle avala quand même parce qu'il le lui avait demandé, parce qu'il était là et parce qu'elle ne voulait pas qu'il parte. À 4 heures du matin, le médecin sortit, le visage fatigué mais arborant un sourire soulagé. L'opération avait été un succès. Sophia était hors de danger. Elle aurait besoin de repos et d'être surveillée pendant quelques jours, mais le pronostic était très bon. Isabella se leva, les jambes tremblantes, comme si elles allaient se dérober sous elle. Elle ne put s'empêcher d'embrasser le médecin et de le remercier à plusieurs reprises,
comme si c'était d'elle-même qui venait d'être sauvée. Lorsqu'elle se retourna, Vincent se tenait là. Submergée par l'émotion, elle l'embrassa aussi. Il se raidit un instant, apparemment peu habitué à être enlacé, puis leva lentement les bras et les enroula doucement et délicatement autour de son dos. Ils restèrent ainsi quelques secondes sans rien dire. Puis Isabella s'écarta, le visage rouge, réalisant ce qu'elle venait de faire. « Je suis désolé, balbutia-t-elle. Je voulais juste… » « Ce n'est pas grave, dit Vincent d'une voix plus douce qu'elle ne lui avait jamais entendue. Sophia avait été transférée en salle de réveil et Isabella était assise à côté du lit de sa sœur, tenant sa petite main qui était encore reliée à des tubes et des fils. Vincent tira une chaise à côté d'elle. Alors que la nuit laissait lentement place au matin, Isabella ne se rendait pas compte à quel point elle était épuisée. Sa tête commença à s'affaisser, penchant sur le côté. Sans savoir quand cela s'était produit, elle s'endormit contre l'épaule de Vincent. Il resta parfaitement immobile, n'osant pas bouger. Il regarda ses cheveux noirs reposant contre lui, respira le parfum léger d'un shampoing bon marché et sentit quelque chose fondre lentement dans sa poitrine. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un lui avait fait suffisamment confiance pour dormir à ses côtés. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait autant voulu protéger quelqu'un. Les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les rideaux et Sophia ouvrit lentement les yeux sur le lit d'hôpital. Elle cligna plusieurs fois des yeux, luttant pour faire le point. Puis elle vit sa sœur endormie contre l'épaule d'un inconnu. C'était un homme grand au visage sévère, mais il regardait sa sœur avec l'expression la plus douce qu'elle ait jamais vue. « Qui êtes-vous » demanda Sophia d'une voix rauque après son réveil après l'opération. Vincent regarda la jeune fille et, pour une raison quelconque, ressentit le besoin de dire la vérité. « Je suis quelqu'un qui ne laissera rien arriver à vous ou à votre sœur. » Sophia l'observa un instant, puis sourit. Un sourire faible, mais sincère. « Merci de rester avec ma sœur. Elle a toujours été seule. » Vincent ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer légèrement. Lorsque Isabella se réveilla quelques minutes plus tard, elle trouva sa sœur et le chef mafieux se regardant comme s'ils venaient de conclure un accord secret dont elle ignorait tout, partageant une étrange complicité. Sophia se remit plus vite que prévu. Une semaine après l'opération, elle était déjà capable de s'asseoir dans son lit et de rire avec sa sœur comme si rien ne s'était passé. Isabella retourna chez Moretti Holdings avec un cœur plus léger qu'elle ne l'avait eu depuis des années. Elle ne pouvait nier que, chaque fois qu'elle voyait Vincent, son cœur battait un peu plus vite. Elle essayait de ne pas penser à cette nuit à l'hôpital, où elle s'était endormie sur son épaule et à la brève étreinte dont elle pouvait encore sentir la chaleur. Cependant, tout changea le vendredi après-midi, alors qu'Isabella était assise dans son bureau et entendit le cliquetis sec de talons hauts sur le sol en marbre du couloir. Le son confiant et rythmé d'une femme qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle voulait. Levant les yeux à travers la paroi vitrée, Isabella vit une femme grande et mince aux cheveux blonds de miel, vêtue d'une robe rouge coûteuse qui dévoilait ses épaules nues, se diriger vers le bureau de Vincent. Elle était belle d'une manière froide et parfaite, comme une statue sculptée, avec des yeux bleus glacés et un sourire satisfait qui suggérait qu'elle avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Isabella ne savait pas qui elle était, mais elle savait qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Marco, qui montait toujours la garde devant le bureau de Vincent, avec une expression sculptée dans la pierre, lui ouvrit la porte sans poser la moindre question. Quelques minutes plus tard, Gianna Costa passa devant le bureau d'Isabella et, comme pour s'assurer qu'elle puisse l'entendre, dit avec enthousiasme à un collègue, « Natasha Vulov est ici, la fille du plus puissant parrain de la mafia russe à New York. Elle et M. Moretti sont fiancés depuis leur enfance. Un mariage politique pour unir les deux familles. J'ai entendu dire qu'ils allaient se marier dans quelques mois. » Isabella eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Des fiançailles. Ces mots tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête, et elle ne comprenait pas pourquoi sa poitrine lui faisait si mal. Elle n'avait pas le droit de ressentir de la douleur. Après tout, elle n'était que sa conseillère, une ancienne concierge à qui on avait donné une chance. Une personne insignifiante. Mais lorsqu'elle regarda à travers la vitre et vit Natacha assise dans l'ancienne chaise d'Isabella, parlant à Vincent avec une familiarité intime et lui touchant la main comme si elle était chez elle, son cœur se serra. Elle se leva et sortit, ayant besoin d'air,
besoin de s'échapper avant de faire quelque chose de stupide, comme pleurer. Elle se dirigea vers la cage d'escalier, poussa la porte et entra dans cet espace calme. Elle s'adossa contre le mur et prit une profonde inspiration. Elle l'aimait. Cette réalité la frappa comme un éclair. C'était clair et indéniable. Elle était tombée amoureuse de Vincent Moretti, le chef impitoyable de la mafia de Chicago, l'homme qui avait sauvé sa sœur, l'homme qui était resté à ses côtés pendant la longue nuit à l'hôpital, l'homme qui lui avait apporté du café à 4 heures du matin et l'avait écouté parler de rêves depuis longtemps disparus. Et il était sur le point d'épouser quelqu'un d'autre. Isabella se tenait dans la cage d'escalier, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Puis elle s'essuya les yeux et se dit qu'elle garderait ses distances. Elle serait professionnelle. Elle ne laisserait pas que les émotions stupides compromettre son travail ou l'avenir de Sophia. À partir de ce jour, Isabella changea. Elle ne restait plus tard pour dîner avec Vincent, ne lui parlait plus que de travail et ne le regardait plus dans les yeux plus d'une seconde. Elle érigea un mur invisible entre eux. Vincent le sentit aussi. Il ne comprenait pas pourquoi elle était soudainement devenue distante, pourquoi elle ne lui souriait plus, ne restait plus après le travail et refusait toutes ses invitations. Il était déchiré. Natacha était un devoir, une obligation, une alliance forgée entre les deux familles alors qu'il était encore enfant. Ce mariage renforcerait et sécuriserait l'Empire Moretti. Pourtant, chaque fois que Natacha le touchait, il ne ressentait rien. Et chaque fois qu'Isabella le croisait dans le couloir, détournant délibérément le regard, il avait l'impression de perdre quelque chose d'essentiel. Marco fut le premier à exprimer ce qu'aucun d'eux n'osait dire. « Tu l'aimes, dit-il à Vincent tard dans la nuit, et elle t'aime aussi, mais elle s'éloigne à cause de Natacha. » Vincent ne répondit pas. Il se tenait simplement près de la fenêtre, contemplant la ville de Chicago plongée dans l'obscurité, et se demandait quand sa vie était devenue si compliquée. Alors que Vincent était déchiré entre son devoir et ses sentiments, une sombre conspiration se tramait sous son propre toit. Gianna Costa, qui nourrissait de la rancœur depuis des semaines, depuis l'arrivée d'Isabella et la perte du poste qu'elle estimait lui revenir de droit, avait trouvé un allié inattendu. Luca Moretti, le jeune frère de Vincent, qui avait été expulsé de la famille 3 ans plus tôt pour les avoir trahis et avoir vendu des informations à leurs ennemis. Il détestait Vincent, il détestait l'ombre immense que son frère avait toujours projetée sur sa vie et il détestait le fait que leur père aimait Vincent davantage et lui avait tout laissé au lieu de partager entre eux deux. Il se cachait au Mexique depuis 3 ans, attendant une occasion de revenir et de récupérer ce qu'il estimait lui revenir de droit. Cette occasion s'était présentée sous la forme d'un appel téléphonique d'une femme dont la voix était empreinte d'amertume. Gianna donna à Luca tout ce qu'il avait besoin de savoir: l'emploi du temps de Vincent, les failles du système de sécurité et une liste des personnes loyales et de celles qui pouvaient être achetées. Plus important encore, elle lui donna des informations sur une femme nommée Isabella Reyes qui, selon Gianna, avait fait perdre à Vincent sa concentration et l'avait affaibli. Luca écouta avec un sourire cruel aux lèvres, sachant exactement quoi faire. Un mardi soir comme les autres, Isabella quitta le bureau à 6 heures, comme elle le faisait tous les jours. Elle évitait délibérément de rester tard afin de ne pas avoir à affronter Vincent et les émotions qu'elle ne pouvait plus contrôler. Elle se rendit au parking souterrain où l'attendait la vieille voiture que Vincent lui avait discrètement achetée, sous prétexte qu'elle avait besoin d'un moyen de transport plus sûr. Elle venait d'ouvrir la portière de la voiture lorsqu'une main se referma sur sa bouche par derrière. Avant qu'elle n'ait pu réagir, une forte odeur chimique envahit ses sens et le monde devint noir. À son réveil, Isabella se retrouva assise sur une chaise en bois dans une pièce humide. Ses mains étaient solidement attachées derrière son dos, ses jambes étaient attachées à la chaise et sa tête lui lançait comme si elle allait éclater. Lorsqu'elle parvint à fixer son regard, elle vit un homme debout devant elle. Il ressemblait tellement à Vincent qu'elle en eut le souffle coupé. Les mêmes yeux gris, la même mâchoire carrée. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Une cruauté et une folie qu'elle n'avait jamais vues dans les yeux de Vincent. « Bonjour, Isabella », dit-il d'une voix douce comme du miel, mais froide comme la glace. « Je suis Luca, le frère de l'homme que tu aimes. » Isabella ne dit rien. Elle se contenta de soutenir son regard, essayant de paraître calme, tandis que la terreur la secouait de l'intérieur.
J'ai besoin de savoir certaines choses, continua Luca en tournant autour d'elle comme un prédateur. Les codes d'autorisation des comptes offshore de Moretti, l'emploi du temps détaillé de Vincent pour cette semaine et l'emplacement du coffre-fort secret que mon père a laissé derrière lui. Je ne sais pas ces choses, dit Isabella, sa voix étonnamment calme. Faux, rit Luca, et le son de son rire glaça son sang. Tu es la conseillère spéciale de mon frère. Tu as accès à tout. Ne me sous-estime pas. Il fit un signe de tête à un homme qui se tenait dans un coin, qui s'avança, tenant une barre de fer. Le premier coup porté à son estomac fit plier Isabella en deux. L'air fut expulsé de ses poumons et elle haleta et toussa. Le deuxième coup frappa ses côtes et elle entendit un craquement qu'elle pria pour ne pas être celui de ses os qui se brisaient. Le troisième coup atterrit sur son visage et du sang commença à couler du coin de sa bouche. Elle resta silencieuse. « Le mot de passe !» cria Luca, perdant son sang-froid. « Tu es muette? Dis-le !» Isabella cracha du sang sur le sol, leva la tête et le regarda avec des yeux gonflés et provoquants. « Tuez-moi, dit-elle échaissée. Je suis entre ses dents serrées. Je ne le trahirai pas. » Luca la fixa du regard et, à cet instant, vit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Cette petite fille sans défense endurait des coups qui auraient brisé beaucoup d'hommes, mais elle refusait toujours de parler. Pour Vincent, et pour l'amour qu'elle portait à l'homme qui était son ennemi juré, Luca était plus en colère que jamais. « Continuez, ordonna-t-il. Battez-la jusqu'à ce qu'elle parle ou jusqu'à ce qu'elle meure, peu m'importe ce qui arrivera en premier. » Isabella ferma les yeux alors que le coup suivant s'abattait sur elle. Dans l'obscurité de la douleur, elle pensa à Sophia. Elle pensa à sa mère et au rare sourire de Vincent. Si elle devait mourir ici, au moins elle mourrait sans trahir l'homme qu'elle aimait. Vincent savait que quelque chose n'allait pas. Quand Isabella ne répondait pas au téléphone pour la 5e fois, il décrochait toujours. Même lorsqu'elle essayait de garder ses distances avec lui, elle répondait parce que c'était le travail. Il appela Marco. En moins de 10 minutes, il avait vérifié les caméras de sécurité du parking et découvert l'image qui fit froid dans le dos à Vincent. Isabella était traînée par 2 hommes masqués dans une camionnette noire, après quoi elle disparut. Vincent se tenait dans son bureau, les yeux rivés sur l'écran de sécurité. Marco vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 8 ans au service de Vincent. De la peur. Vincent Moretti, un homme qui avait tué sans hésitation et affronté les ennemis les plus dangereux sans broncher, tremblait. Ses mains étaient serrées en poings si forts que ses jointures étaient blanchies, et ses yeux gris brûlaient d'un feu qui, Marco le savait, mènerait à la mort. « Trouvez-la, dit Vincent, la voix tremblante alors qu'il luttait pour contenir sa rage. Mettez tout Chicago sens dessus-dessous s'il le faut. Je veux savoir où elle est dans l'heure qui suit. » Marco acquiesça et disparut, laissant Vincent seul dans le bureau sombre. Il se tenait debout, les 2 mains appuyées sur le bureau, la tête baissée. Pour la première fois de sa vie, il pria. Il ne savait pas à qui il adressait sa prière. Il avait abandonné sa foi le jour où son père était mort, mais maintenant, il était prêt à supplier quiconque pourrait l'entendre, tant qu'Isabella était encore en vie. La porte du bureau s'ouvrit et Natacha entra. Son visage était aussi froid que d'habitude, mais ses yeux bleus glacés laissaient transparaître une lueur de curiosité. « J'ai entendu dire que votre concierge avait été kidnappé, » dit-elle d'un ton totalement indifférent. « Pourquoi êtes-vous si affolé? Ce n'est qu'une employée. » Vincent leva la tête et regarda Natacha. À ce moment-là, il ne prit plus la peine de faire semblant. « Ce n'est pas qu'une employée, dit-il d'une voix glaciale. C'est la femme que j'aime. » Natacha resta là, l'air abasourdi, les yeux écarquillés de surprise. Mais Vincent n'avait pas le temps de s'expliquer ou de s'excuser. Il passa devant elle comme si elle n'existait pas et sortit, où Marco l'attendait avec les informations dont il avait besoin. « Luca, dit Marco d'une voix pleine de rage, ton frère est de retour. Il la retient dans un vieil entrepôt à l'extérieur de la ville. Nous avons un homme à l'intérieur qui nous a informés. » Vincent ne dit rien. Il monta simplement dans la voiture et leur ordonna de s'y rendre immédiatement. 20 minutes plus tard, il se tenait devant les portes infères de l'entrepôt. Entouré de 20 hommes armés de la famille Moretti, il n'attendit pas le signal. Il enfonça les portes d'un coup de pied et se précipita à l'intérieur. Des coupes de feu éclatèrent. Les gardes de Luca tombèrent un à un,
tandis que Vincent avançait comme un démon infernal imparable. Il trouva Isabella dans une pièce au bout du couloir. Quand il la vit, son cœur se brisa. Elle était assise sur une chaise, les mains et les pieds liés, le visage enflé et ensanglanté. Pourtant, ses yeux bruns étaient toujours ouverts, la regardant comme si elle était soulagée. « Tu m'as trouvé », murmura-t-elle d'une voix rauque. Vincent se précipita vers elle, les mains tremblantes, pour la détacher. Il voulait lui dire tant de choses, mais aucun mot ne sortait. Puis une voix retentit derrière eux. « Comme c'est touchant, grand frère. » Luca se tenait dans l'embrasure de la porte, un pistolet pointé droit sur Vincent. Elle ne dit pas un mot. « Tu sais que même si elle était battue, elle ne te trahirait jamais. Je dois admettre que tu t'es trouvé une bonne femme. Dommage que vous alliez tous les deux mourir ici. » Vincent se leva et se plaça devant Isabella comme un bouclier. « Tu es allé trop loin, Luca, » dit-il d'une voix basse et triste. « Nous sommes frères. » Luca éclata d'un rire fou qui résonna dans la pièce. « Père ne m'a jamais considéré comme son fils. Tu ne m'as jamais considéré comme ton frère. J'ai toujours été ton ombre, toujours derrière toi et toujours oublié. Maintenant, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. » Il leva son arme, le doigt serré sur la gâchette, mais il fut une fraction de seconde trop lent. Vincent dégaina et tira, la balle transperçant la poitrine de Luca avant qu'il n'ait pu appuyer sur la gâchette. Luca s'effondra, ses yeux gris, identiques à ceux de Vincent, écarquillés de stupeur, regardant son frère une dernière fois avant que la lumière ne s'éteigne. Vincent resta debout, regardant le corps de son frère, sans ressentir aucun triomphe, seulement un vide et une douleur immense. Puis il se retourna et souleva délicatement Isabella dans ses bras, la serrant contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je suis là maintenant, » murmura-t-il dans ses cheveux, la voix brisée. « Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir laissé te faire blesser. Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. » Isabella ne dit rien. Elle enfouit simplement son visage dans sa poitrine. Pour la première fois, elle se permit d'être protégée, aimée et mise en sécurité dans les bras de l'homme qu'elle avait essayé de fuir pendant si longtemps. Isabella se réveilla dans une pièce inconnue où une douce lumière filtrait à travers des rideaux de soie couleur crème. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser qu'elle était allongée dans un lit immense, recouvert des draps les plus doux qu'elle ait jamais touchés. Son corps était douloureux partout, ses côtes étaient étroitement bandées et son visage était encore enflé. Mais elle était en vie, et c'était la seule chose qui comptait. Elle tourna la tête et vit Vincent assis sur une chaise à côté du lit. Il avait la tête baissée et lui tenait la main comme s'il avait peur qu'elle disparaisse dès qu'il la lâcherait. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là, mais les cernes sous ses yeux et la barbe naissante sur son menton lui indiquaient que cela faisait plusieurs jours. Elle bougea légèrement et Vincent se réveilla aussitôt, ses yeux gris s'ouvrant brusquement avant de s'adoucir lorsqu'il vit qu'elle le regardait. « Tu es réveillé, » dit-il d'une voix rauque, épuisée et émue. « Depuis combien de temps suis-je ici ?» demanda Isabella. « 3 jours, » répondit Vincent. « Le médecin a dit que tu avais 2 côtes ouvertes, une légère blessure à la tête et d'innombrables contusions, mais que tu te remettrais complètement. » Il fit une pause et Isabella vit ses yeux briller. « Je suis désolé, je n'ai pas réussi à te protéger. Ce n'était pas ta faute, » dit Isabella doucement. Vincent secoua la tête puis fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il s'agenouilla à côté du lit, prit ses 2 mains dans les siennes et la regarda droit dans les yeux, révélant tous les sentiments qu'il avait refoulés pendant si longtemps. « Je t'aime, » dit-il d'une voix tremblante. « Je t'aime depuis la première nuit où tu as osé me sourire, même si j'aurais pu te tuer d'un simple signe de tête. Je t'ai aimé quand tu as raconté un conte de fées à Sophia au téléphone à 4 heures du matin. Je t'ai aimé quand tu as compris ma solitude, quelque chose que personne d'autre n'avait jamais remarqué. Et je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas te perdre. Mais qu'en est-il de Natacha ?» demanda Isabella, la voix étranglée. « Le mariage arrangé ?»« J'ai rompu les fiançailles, » répondit Vincent sans hésiter. « Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un que je n'aimais pas, alors que mon cœur appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Elle n'était pas contente, mais je m'en fiche. Aucun accord politique, aucune alliance et aucun empire ne comptent plus que toi. » Isabella le regarda, et pour la première fois, elle ne s'enfuit pas, ne battit pas en retraite et ne fit pas semblant de ne rien ressentir. Elle leva la main pour toucher sa joue,
sentant la barbe naissante sous sa paume, et prononça les mots qu'elle avait gardés en elle pendant si longtemps. Je t'aime aussi. Ils n'avaient pas besoin de plus de mots. Vincent se pencha et l'embrassa doucement et délicatement, comme s'il avait peur de lui faire mal. Isabella eut l'impression que toutes les blessures de son corps guérissaient à cet instant. Mais leur bonheur ne dura pas. Natasha Volkov n'était pas une femme qui acceptait le rejet. Elle retourna à New York et informa son père que Vincent avait humilié la famille Volkov, rompu l'accord entre leurs familles et préféré un concierge à sa fille. Le chef de la mafia russe était furieux et Natasha utilisa sa colère pour former une alliance avec les restes de la faction de Luca, des hommes cherchant à venger sa mort. 3 semaines plus tard, lorsqu'Isabella eut suffisamment récupéré pour pouvoir marcher, elle s'assit dans le bureau de Vincent pour examiner les rapports financiers dans le cadre de son travail quotidien. Elle remarqua quelque chose que les autres avaient manqué. Un flux anormal d'argent provenant de New York vers des comptes à Chicago, fractionné en petits virements pour éviter d'être détecté. Il y avait un flux anormal d'argent provenant de New York vers des comptes à Chicago, fractionné en petits virements pour éviter toute détection. Isabella avait l'habitude d'identifier les chiffres frauduleux, dit-elle à Vincent, et Marco le confirma le soir même. Pendant ce temps, Natasha finançait une attaque contre l'Empire Moretti, prévue pour la nuit de Noël, lorsque tout le monde serait pris au dépourvu. Vincent n'attendit pas qu'il frappe les premiers. Il conduisit ses hommes à l'entrepôt où Natasha et ses alliés se rassemblaient, et une bataille brutale éclata. Des coupes de feu retentirent. Du sang coula sur le béton. Au milieu du chaos, Natasha tenta de se faufiler à l'arrière. Malgré ses ordres, Isabella avait suivi Vincent car elle ne pouvait pas laisser l'homme qu'elle aimait affronter seul le danger, et elle ne vit pas Natasha s'approcher par derrière, une arme à la main. « Murs !» hurla Natasha, les yeux remplis de haine. « Si je ne peux pas l'avoir, toi non plus !» Isabella se retourna et vit le canon du pistolet pointé sur son visage. Elle savait qu'elle allait mourir. Mais avant que Natasha n'ait pu appuyer sur la gâchette, un coup de feu retentit sur le côté et elle tomba, une balle dans la poitrine. Vincent se tenait là, de la fumée s'échappant encore de son arme. Son regard était fixé sur le corps de Natasha, sans aucune trace de regret. « Personne ne touche à ce qui m'appartient, dit-il. Il prit Isabella dans ses bras au milieu des débris et des cadavres, et elle sut qu'il l'avait choisi. Il l'avait choisi plutôt que tout le reste, et elle ne le laisserait jamais regretter ce choix. Après la bataille de cette nuit-là, l'Empire Moretti était plus fort que jamais. Ses derniers ennemis avaient été balayés. Gianna Costa fut démasquée comme étant la taupe qui avait fourni des informations à Luca, et elle paya sa trahison en étant expulsée de Chicago et interdite à vie de fouler le territoire Moretti. Vincent choisit d'abandonner de nombreuses opérations illégales et de s'orienter vers la légalisation de l'Empire, car il ne voulait pas qu'Isabella vive dans la peur. Il ne voulait pas que leurs futurs enfants grandissent dans l'obscurité comme lui. 1 mois plus tard, Sophia subit sa dernière opération cardiaque dans le meilleur hôpital de Chicago. Cette fois, l'opération fut un succès total. Le médecin déclara qu'elle pourrait mener une vie normale et en bonne santé. Lorsque Isabella entendit ces mots, elle pleura comme une enfant dans les bras de Vincent. Tous ses sacrifices, toutes ses nuits blanches et toute sa douleur avaient enfin trouvé un sens. Sa sœur allait vivre, et c'était tout ce qu'elle avait toujours demandé dans ses prières. 3 mois plus tard, Vincent emmena Isabella à une adresse familière dans le sud de la ville. Debout devant la maison de son enfance, l'endroit où elle avait grandi, où son père avait été tué et où sa mère était décédée, elle ne la reconnaissait plus. La maison avait été entièrement restaurée, transformée d'une ruine délabrée en une maison chaleureuse entourée d'un jardin verdoyant et d'une clôture blanche, comme dans les contes de fées qu'elle racontait à Sophia. « Que fais-tu » demanda Isabella en pleurant. Vincent ne répondit pas. Il s'agenouilla dans la cour où Isabella s'était assise seule pour pleurer après la mort de son père et ouvrit une petite boîte pour révéler une bague en diamant étincelante. « Timon, je veux reconstruire ton rêve à l'endroit même où tu l'as perdu, » dit-il, les yeux gris remplis d'amour. « Je ne peux pas te promettre une vie parfaite, mais je te promets d'être à tes côtés chaque jour, de me battre pour toi chaque jour et de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Isabella Reyes, veux-tu devenir ma femme? » Elle pleura et rit en même temps, acquiesçant d'un signe de tête, incapable de trouver les mots. Lorsque Vincent glissa la bague à son doigt,
Elle sut que sa vie avait changé pour toujours. Le mariage eut lieu dans le jardin de leur nouvelle maison. Ce ne fut pas une cérémonie somptueuse avec des centaines d'invités importants, mais une célébration intime avec ceux qui comptaient vraiment. Sophia était la demoiselle d'honneur, rayonnante et en pleine forme dans une robe rose pâle. Marco se tenait aux côtés de Vincent en tant que témoin. Pour la première fois de sa vie, le tueur de sang-froid versa des larmes en voyant son patron trouver le bonheur. Isabella entra dans la cérémonie vêtue d'une simple robe de mariée blanche, non pas solennellement, mais presque comme si elle dansait. Elle salua tout le monde et s'arrêta pour redresser la cravate d'un enfant. Lorsqu'elle rejoignit Vincent, celui-ci souriait, d'un sourire que Chicago n'avait jamais vu auparavant. 5 ans plus tard, Isabella était assise dans le bureau de la Second Chance Foundation, regardant par la fenêtre un groupe d'adolescents apprendre la programmation informatique. La fondation était un rêve commun à Vincent et elle, un lieu destiné à aider les enfants pauvres, comme Isabella l'avait été autrefois, et à leur offrir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. La porte s'ouvrit et Vincent entra, portant leur fils de 3 ans. Leur fille de 5 ans entra en courant et sauta dans les bras de sa mère, disant que papa lui avait promis une glace ce jour-là. Ses yeux bruns, identiques à ceux d'Isabella, brillaient d'excitation. En regardant sa petite famille et l'homme qui avait autrefois été le parrain de la mafia, le plus redouté de Chicago, maintenant occupé à s'occuper de sa fille et grimaçant lorsque son fils lui tirait les cheveux, Isabella sourit. « Tu te souviens de notre première rencontre? » demanda-t-elle à Vincent. « J'ai cru que tu allais me tuer. Tu l'as presque fait. » Vincent rit. « Mais tu m'as tué la première, d'une autre manière. Tu as tué la partie froide de moi-même, et je t'en suis reconnaissante chaque jour. » L'histoire d'Isabella et Vincent prouve une vérité simple mais profonde. Le talent peut se trouver partout. L'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus, et la vie peut changer en un instant si nous sommes assez courageux pour saisir l'occasion. Isabella était autrefois une femme de ménage invisible, mais elle a refusé de laisser sa situation la définir. Vincent était autrefois un caïd solitaire, mais il a appris que la véritable force vient de l'amour et non de la peur. Chers amis, merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Isabella et Vincent? Vous a-t-elle rappelé quelque chose dans votre propre vie? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Nous serions ravis de vous lire. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et vos proches, et à vous abonner à notre chaîne pour activer les notifications et ne manquer aucune autre histoire émouvante. Nous vous souhaitons à tous une bonne santé, de la joie et de la paix au quotidien. Au revoir et à bientôt.